Mes parents m'ont humilié devant toute l'élite de Deauville lors de la fête de ma sœur. Ils ont plaisanté au micro, jurant que j'étais une erreur de parcours, tandis qu'elle était leur chef-d'œuvre. Ils ont ri. La salle a ri. Mais ils ne riaient plus quand je suis partie ce soir-là, emportant avec moi la seule chose qu'ils ne pourraient jamais acheter, ma dignité. Et ce qui s'est passé 5 ans plus tard les a mis à genoux. Avant de vous raconter comment j'ai transformé mon humiliation en leur pire cauchemar, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire va vous prouver que le karma n'oublie jamais aucune adresse. Je me souviens encore de l'odeur de la pluie sur le tarmac de la gare de Deauville. Il était 19h, et le vent froid de Normandie fouettait mon visage, mais ce n'était rien comparé au froid qui m'attendait à l'hôtel Barrière le Normandie. J'avais pris le train de Paris, un trajet de 2 heures en seconde classe, serré contre la fenêtre, révisant mes fiches de biochimie pour ne pas penser à la soirée qui m'attendait. Mes parents avaient refusé de m'envoyer un chauffeur. Le budget est serré avec la fête de Clarisse, avait dit ma mère au téléphone, une semaine plus tôt. Le budget était serré. Quelle blague! En entrant dans le hall majestueux de l'hôtel, avec ses lustres en cristal et ses tapis épais qui étouffaient le bruit de mes chaussures usées, j'ai compris que le budget n'était serré que pour moi. La salle de réception était un océan de soie, de velours et de diamants. C'était une double célébration, la promotion de ma sœur Clarisse au poste de directrice des relations publiques d'une grande maison de mode, et ses fiançailles avec un héritier de l'immobilier. Je portais ma meilleure robe, une pièce bleu marine achetée en solde chez Zara 3 ans auparavant. Elle était propre, repassée, mais au milieu de ces robes de créateur à plusieurs milliers d'euros, j'avais l'air d'une intruse. Pire, j'avais l'air de la servante. À peine avais-je fait 3 pas que ma mère, Solange, a fondi sur moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas souri. Son regard a scanné ma tenue de haut en bas comme un scanner de douane cherchant de la contrebande. Élodie, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir. Tu n'as pas trouvé mieux? On dirait que tu vas à un entretien d'embauche pour être secrétaire. Bonsoir, maman. C'est tout ce que j'avais. Mes études coûtent cher, tu sais. Elle a levé les yeux au ciel, un geste si familier qu'il me donnait la nausée. Toujours des excuses. Regarde ta sœur. Elle rayonne. C'est ça, une femme, Élodie. Une femme doit briller. Toi, tu es terne. Clarisse était là, au centre de la pièce, drapée dans une robe ivoire qui coûtait probablement plus cher que mes 3 années de frais de scolarité. Elle riait, la tête renversée en arrière, une coupe de champagne à la main. Elle était magnifique, je ne pouvais pas le nier. Mais c'était une beauté froide, construite, calculée. Je me suis dirigée vers le bar pour demander un verre d'eau. Le serveur m'a ignoré 2 fois pour servir des hommes en smoking avant de me tendre un verre avec un regard dédaigneux. Je me suis retirée dans un coin, près d'une colonne en faux marbre, essayant de me rendre invisible. C'était mon super pouvoir dans cette famille, l'invisibilité. Les invités passaient devant moi sans me voir. J'entendais des bribes de conversation sur les investissements, les voyages aux Maldives, les derniers potins du 16e arrondissement de Paris. J'étais un fantôme dans ma propre famille. Soudain, mon père, Thierry, a tapoté sur son micro. Le son a résonné dans la salle, faisant taire le brouhaha. Il se tenait sur l'estrade, le visage rougeau, gonflé d'orgueil et probablement de trop de whisky. Il a passé un bras autour des épaules de Clarisse. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, sa voix tonitruante emplissant l'espace. « Merci d'être là pour célébrer notre bijou. » Mon cœur s'est serré. Je savais ce qui allait arriver. Je savais que j'allais être blessée, mais je n'étais pas préparée à la violence de ce qui allait suivre. Je ne savais pas encore que cette soirée ne serait pas seulement une humiliation de plus. Ce serait la fin de ma vie telle que je la connaissais. Et le début de ma guerre. Le discours de mon père était une ode à la perfection de Clarisse. Il parlait d'elle comme on parle d'un investissement boursier qui a rapporté gros. Clarisse n'a jamais déçu, disait-il, les yeux brillants. Première de sa classe en maternelle, reine du bal au lycée,
et maintenant, elle dirige l'image d'une marque mondiale. Elle est la preuve que les bons gènes, ça ne ment pas. La salle a applaudi poliment. Ma mère hochait la tête, rayonnante, comme si elle avait sculpté Clarisse de ses propres mains. Je me suis enfoncé un peu plus dans l'ombre de ma colonne, priant pour qu'il ne mentionne pas mon nom. L'oubli valait mieux que l'attention de Thierry. Mais le destin, et l'alcool, en ont décidé autrement. Vous savez, a continué mon père en riant, on a frôlé la perfection absolue dès le premier coup. Avec Solange, on s'était dit qu'après un chef-d'œuvre comme Clarisse, on devrait fermer la boutique. Pourquoi tenter le diable quand on a déjà gagné le gros lot, n'est-ce pas? Des rires gras ont éclaté. Mon estomac s'est noué. Je sentais la bile monter dans ma gorge. Mais bon, a-t-il poursuivi en balayant la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux tombent sur moi, dans mon coin sombre. Il y a eu un petit accident de parcours 3 ans plus tard. Une petite erreur de calcul. N'est-ce pas, Élodie? Tous les regards se sont tournés vers moi. Des centaines d'yeux. Je sentais la chaleur monter à mes joues, une brûlure intense. Je voulais disparaître, me désintégrer. Allez, ne fais pas cette tête. A-t-il lancé, visiblement ravi de son effet comique. Au moins, on a quelqu'un pour garder la maison quand on part en vacances, hein? Une fille sérieuse, pas très fun, mais utile. L'humiliation était physique. C'était comme une gifle en plein visage devant 200 personnes. Ils riaient de mon existence même. Pour eux, je n'étais pas une fille, j'étais une note de bas de page, une erreur administrative dans le dossier impeccable de la famille. Mais revenons aux choses sérieuses, a annoncé mon père, changeant de ton. Clarisse, ma chérie, ta mère et moi, on voulait marquer le coup. Tu es notre seule fierté, la seule qui porte le nom de cette famille. Il a fait un signe à un valet. Les grandes portes-fenêtres donnant sur la terrasse se sont ouvertes. Et là, sous les projecteurs, elle était là. Une Audi Q5 MI TRN, blanc nacré, avec un énorme nœud rouge sur le capot. La salle a poussé un cri d'admiration. Clarisse a mis ses mains devant sa bouche, jouant la surprise parfaite, bien qu'elle ait probablement choisi le modèle elle-même. C'est pour toi, ma princesse, a crié mon père. 60 000 € de mécanique allemande pour la plus belle fille de France. 60 000 €. Le chiffre a résonné dans ma tête comme un coup de canon. 60 000 €. Il y a 2 mois, j'avais supplié mon père de me prêter 500 €. Juste 5 cents. C'était pour payer les frais d'inscription à une conférence scientifique à Berlin où j'avais été invité à présenter mes recherches sur les peptides antimicrobiens. C'était une opportunité unique pour ma carrière de doctorante. Il m'avait répondu, Élodie, tu dois apprendre la valeur de l'argent. Tu es trop dépensière avec tes lubies d'étudiante éternelle. Débrouille-toi. J'avais dû vendre mon ordinateur portable et travailler des nuits supplémentaires dans un bar pour payer cette inscription. Et là, devant moi, il offrait une voiture à 60 000 € à ma sœur, qui gagnait déjà un salaire mirobolant, simplement parce qu'elle était belle. Je vous pose la question, honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait, resté glacé, morte à l'intérieur? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi face à une telle injustice. Je lis chacun de vos avis. Clarisse a couru vers la voiture, a sauté au cou de mon père, puis de ma mère. C'était une scène de film, parfaite, trop lumineuse. Et moi, j'étais le spectateur indésirable, la tache sombre sur leur tableau idyllique. Je ne pouvais plus respirer. L'air dans cette salle était devenu toxique. Il fallait que je sorte. Il fallait que je m'éloigne de ces gens qui partageaient mon ADN mais qui n'avaient pas une once d'humanité pour moi. Je me suis dirigée vers les toilettes, espérant y trouver un moment de calme pour empêcher mes larmes de couler. Je ne leur donnerais pas le plaisir de me voir pleurer. Jamais. Mais je ne savais pas que dans ce refuge, j'allais entendre la phrase qui allait sceller mon destin pour de bon. Le vestiaire des dames de l'hôtel Barrière était plus luxueux que mon appartement entier à Paris. Des miroirs dorés, des fauteuils en velours rose poudré, et une odeur d'orchidées fraîches. Je me suis enfermée dans une cabine, m'appuyant contre la porte froide, essayant de calmer les battements erratiques de mon cœur.
Respire, Élodie. Respire. Ce n'est qu'une soirée. Demain, tu retournes à ton labo, à tes éprouvettes, à ta vie. J'ai entendu la porte principale s'ouvrir. Le bruit caractéristique de talons au claquant sur le marbre a suivi, accompagné de rires cristallins. Oh mon Dieu, maman, tu as vu la tête d'Élodie quand papa a fait la blague? C'était la voix de Clarisse. Mon sang s'est glacé. Je me suis figée, retenant mon souffle. Pathétique, a répondu ma mère, d'un ton ennuyé. Elle n'a aucun sens de l'humour. Toujours à jouer les victimes. Franchement, avec cette robe, elle ressemblait à une vieille bibliothécaire. J'ai entendu le bruit de produits de maquillage posés sur le comptoir en marbre. Elle se refaisait une beauté. En tout cas, la voiture est sublime, a continué Clarisse. Merci, merci, merci. Mais maman, il y a un petit souci. Avec le nouveau 4x4 et ma décapotable, je n'ai plus de place pour tout stocker. Et mon dressing déborde. J'ai vraiment besoin de plus d'espace pour mes collections d'hiver. Ne t'inquiète pas ma chérie, a dit ma mère d'une voix douce, celle qu'elle n'utilisait jamais avec moi. On a une solution. Ton père et moi en avons discuté. L'appartement de grand-mère, celui où squatte Élodie. Mon cœur a raté un battement. Je vivais dans le petit 2 pièces de ma défunte grand-mère maternelle, dans le 11e arrondissement. C'était un vieil appartement, humide et bruyant, mais c'était mon seul refuge à Paris. Grand-mère m'avait dit avant de mourir qu'elle voulait que je l'aie, mais il n'y avait jamais eu de testament écrit. L'appartement appartenait légalement à ma mère. Oui, a demandé Clarisse, impatiente. On va le récupérer, a tranché ma mère. Élodie a 26 ans, il est temps qu'elle se débrouille vraiment. On va lui donner un préavis la semaine prochaine. Une fois qu'elle sera partie, on fera des travaux, on cassera les cloisons, et ça te fera un magnifique espace de stockage pour tes vêtements et tes sacs. Ou un pied-à-terre pour tes soirées en ville. C'est génial! S'est exclamée Clarisse. De toute façon, elle ne prend pas soin de cet endroit. Il sent le vieux livre et les produits chimiques. Elle gâche le potentiel immobilier. Exactement. Elle n'a pas besoin d'un appartement à Paris pour faire ses petites expériences. Elle peut très bien louer une chambre en banlieue ou aller vivre en colocation. Ce n'est pas comme si elle avait une vie sociale à entretenir. Les larmes que je retenais ont séché instantanément. À la place, une froideur absolue m'a envahi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la clarté. Ils n'allaient pas seulement m'humilier. Ils allaient me mettre à la rue. Ils allaient me prendre le seul toit que j'avais, le seul endroit où je me sentais encore connectée à ma grand-mère, la seule personne qui m'avait aimée, pour en faire un placard. Un placard pour les sacs à main de luxe de Clarisse valait plus que ma sécurité et mon logement. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient, non plus de peur, mais de rage. J'ai réalisé à cet instant que je n'avais plus de famille. Ces femmes de l'autre côté de la porte n'étaient pas ma mère et ma sœur. C'étaient des prédatrices. Et j'étais leur proie, tant que je restais docile. J'ai attendu qu'elles sortent, riant encore de leur plan. Quand le silence est retombé, je suis sortie de la cabine. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne voyais pas la fille terne qu'elle décrivait. Je voyais quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. J'ai sorti de mon sac l'enveloppe contenant les 200 € que j'avais économisés pendant 6 mois pour le cadeau de fiançailles de Clarisse. C'était ridicule, je le savais maintenant. J'ai regardé l'enveloppe, puis la poubelle sous le lavabo. Ce soir, je n'allais pas attendre l'heure, préavis. J'allais prendre les devants. Je suis retournée dans le hall de l'hôtel. La fête battait son plein. La musique jazz couvrait les conversations futiles. Je marchais d'un pas décidé vers la sortie, traînant ma petite valise à roulettes que j'avais laissée à la bagagerie. Je ne resterais pas dormir ici, même si c'était payé. Je préférais dormir sur un banc de gare. Au moment où je passais près de la grande fontaine de chocolat, mon père m'a intercepté. Il tenait un verre de whisky, le visage rouge et jovial. Tiens, l'erreur de parcours s'en va déjà? Tu ne restes pas pour le gâteau? Il paraît qu'il est aussi gros que ton ego. Il a ri à sa propre blague, cherchant l'approbation de ses amis autour de lui.
Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher. Et je te parle. A-t-il aboyé, son ton changeant instantanément. Où tu vas comme ça? Tu ne vas pas nous faire une scène devant les invités. Je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. Ma mère et Clarisse, voyant l'agitation, se sont approchées. Je m'en vais, Thierry, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé, papa. Thierry, a répété ma mère, scandalisée. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Et où crois-tu aller à cette heure-ci? Loin de vous. J'ai entendu votre conversation dans les toilettes. Le visage de ma mère a blêmi légèrement, mais elle s'est vite reprise. Clarisse a croisé les bras, un sourire narquois aux lèvres. Ah, tu écoutais aux portes? Typique. Eh bien, ça nous évite une conversation gênante la semaine prochaine. Tu sais à quoi t'attendre. Vous voulez l'appartement de grand-mère pour en faire un dressing? Ai-je demandé, ma voix montant légèrement, attirant l'attention de quelques invités proches. Vous voulez me mettre à la rue pour stocker des sacs à main? Baisse d'un ton, a sifflé mon père en m'attrapant le bras. C'est mon appartement. J'en fais ce que je veux. Et oui, ta sœur a besoin d'espace. Toi, tu te débrouilleras. Tu as toujours été rustique. J'ai dégagé mon bras violemment. Rustique? C'est ça votre mot pour dire que je suis la seule à travailler pour ce que j'ai? Je suis doctorante, papa. Je vais être docteur en pharmacie. Et vous me traitez comme un déchet. Un diplôme ne fait pas de toi quelqu'un d'important, a ricané Clarisse. Regarde-toi. Tu fais pitié. J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait une paire de boucles d'oreilles en perles, le seul cadeau de valeur qu'il m'ait jamais offert pour mes 18 ans. Tenez, ai-je dit en leur tendant la boîte. Je ne veux rien qui vienne de vous. Ma mère a pris la boîte avec un air dégoûté. Tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous m'avez nourrie par obligation légale, et vous m'avez détruite par plaisir. C'est fini. Je vous laisse votre perfection. Je vous laisse votre voiture, vos robes, et votre méchanceté. J'ai repris la poignée de ma valise. Si tu franchis cette porte, a menacé mon père, sa voix basse et dangereuse, ne t'avise jamais de revenir ramper quand tu seras fauché. Tu n'auras plus un centime de nous. Et l'appartement, tu as 24 heures pour le vider, sinon je jette tout à la benne. Gardez votre argent, ai-je répondu, en les regardant droit dans les yeux, pour la première fois sans peur. Vous en aurez besoin plus que moi un jour. Je me suis tournée vers Clarisse. Profite bien de ta voiture, Clarisse. J'espère qu'elle t'emmènera loin, parce qu'un jour, tu te rendras compte que tu es seule au volant. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai marché vers les portes tournantes. Le portier m'a ouvert, et le vent froid de la nuit m'a frappé. C'était glacial, mais c'était l'air le plus pur que j'ai jamais respiré. Derrière moi, j'ai entendu mon père crier quelque chose comme « bon débarras », mais sa voix semblait déjà lointaine. Je marchais sous la pluie fine, mes chaussures prenant l'eau, traînant ma valise sur les pavés inégaux de Deauville. Je n'avais nulle part où aller ce soir-là, pas assez d'argent pour un hôtel. Mais je savais une chose, je ne serais plus jamais leur victime. Je me dirigeais vers la gare, mais je savais que je n'irais pas à Paris. Paris était fini. Il fallait que j'aille ailleurs. Quelque part où ils ne penseraient jamais me chercher. Il n'y a pas de train direct entre Deauville et Nantes. C'est un voyage que l'on ne fait que si l'on fuit ou si l'on est perdu. J'étais les deux. J'ai passé la nuit recroquevillée sur un banc en métal à la gare routière de Caen, attendant la correspondance d'un Flixbus à 4 heures du matin. J'avais froid, j'avais faim, et chaque muscle de mon corps me faisait mal. Mais étrangement, je n'ai pas versé une seule larme. La colère était un carburant bien plus efficace que la tristesse. Je suis arrivé à Nantes à 9 heures du matin. Nantes, la ville de tante Béatrice. La sœur aînée de mon père, la brebis galeuse de la famille parce qu'elle avait refusé de se marier avec un riche notaire pour ouvrir un atelier de poterie. Mon père ne lui parlait plus depuis 10 ans. C'était exactement pour cela que je venais la voir. Quand elle a ouvert la porte de sa petite maison en briques rouges, couverte de lierre,
elle a failli laisser tomber sa tasse de café. Je devais ressembler à un spectre, trempé, les yeux cernés, ma robe de soirée froissée et tachée de boue. Élodie? Mon Dieu, ma petite, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis effondrée dans ses bras. Pas de mots, juste un sanglot qui venait du fond de mes entrailles. Elle ne m'a posé aucune question. Elle m'a fait entrer, m'a enveloppée dans une couverture en laine qui sentait la lavande et la terre cuite, et m'a servi une soupe chaude. Ils m'ont tout pris, tante Béa, ai-je murmuré entre deux cuillères. L'appartement, ma dignité, tout. Elle a caressé mes cheveux mouillés. Ils ne t'ont pas tout pris, Élodie. Ils t'ont libérée. Regarde-moi. Je n'ai pas leurs millions, mais je dors bien la nuit. Tu vas voir. On va reconstruire. Et on a reconstruit. À partir de moins que rien. Les débuts ont été brutaux. J'ai dû transférer mon dossier universitaire à l'université de Nantes, ce qui a été un cauchemar administratif. J'ai perdu une année de mes recherches. J'ai dû trouver un travail pour payer ma part du loyer chez Béatrice et mes frais d'inscription. Je me levais à 5 heures du matin pour faire l'inventaire dans une pharmacie de quartier. Ensuite, je courais au laboratoire universitaire pour travailler sur mes échantillons jusqu'à 19 heures. Le soir, j'aidais Béatrice à émailler ses bols et ses vases pour sa boutique Etsy. Je n'ai pas acheté de vêtements pendant 2 ans. Je mangeais des pâtes et du riz. J'ai coupé mes cheveux moi-même pour économiser le coiffeur. Pendant ce temps, je voyais la vie de ma famille défiler sur les réseaux sociaux que je consultais via un faux compte, une mauvaise habitude dont je n'arrivais pas à me défaire. Clarisse à Bali. Clarisse à Courchevel. Clarisse dans sa nouvelle voiture. Il semblait avoir oublié mon existence. Pas un appel. Pas un message pour savoir si j'étais vivante. Cette indifférence aurait dû me tuer. Au contraire, elle m'a endurci. Chaque photo de leur bonheur factice était une brique de plus dans le mur de ma détermination. Je me suis plongée dans la science. Mes recherches sur les molécules bioactives sont devenues mon obsession. Je travaillais le week-end, les jours fériés. Mon directeur de thèse, le professeur Garnier, a commencé à me regarder non plus comme une étudiante, mais comme une collègue. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, Élodie, m'a-t-il dit un soir. Vous avez la rage de vaincre. Il avait raison. Je n'avais pas de filet de sécurité. L'échec n'était pas une option. Je devais réussir, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver que j'avais le droit d'exister sans eux. Et doucement, sans bruit, la roue a commencé à tourner. 5 ans. C'est le temps qu'il faut pour que toutes les cellules du corps se renouvellent. J'étais littéralement une nouvelle personne. À 31 ans, j'avais obtenu mon doctorat avec les félicitations du jury. Mais ce n'était que le début. La molécule que j'avais isolée, un composé capable d'accélérer la régénération cellulaire des peaux brûlées, avait attiré l'attention d'un géant suisse de la dermocosmétique. Après 6 mois de négociations intenses, où j'ai appris à ne plus jamais me sous-estimer, j'ai vendu le brevet. Le montant? Disons simplement que je pouvais acheter 10 Audi Q5 si je le voulais. Mais je ne le voulais pas. Avec cet argent, j'ai acheté une vieille bâtisse en pierre à 30 minutes de Nantes, avec un immense jardin pour cultiver mes plantes médicinales. J'ai investi le reste. J'ai gardé ma vieille Peugeot 206, parce qu'elle roulait très bien et que je n'avais personne à impressionner. J'avais aussi rencontré Luc. Un architecte paysagiste aux mains rugueuses et au sourire timide. Il ne savait rien de ma famille, sauf que je ne leur parlais plus. Il ne m'avait jamais jugé. Il m'aimait pour mon intelligence, pour ma résilience, et pour la façon dont je chantonnais en préparant le café le matin. Pour la première fois de ma vie, j'étais aimée pour ce que j'étais, pas pour ce que je devais représenter. Un mardi matin pluvieux, alors que je triais mon courrier dans ma nouvelle cuisine baignée de lumière, j'ai vu un article dans un magazine économique que Luc avait laissé traîner. Le titre m'a glacé, la chute de la maison de Couturel-Hébé, scandale financier et démission de la directrice PR. Il y avait une photo de Clarisse. Elle tentait de cacher son visage avec un sac à main, mais je l'ai reconnue. Elle avait l'air terrifiée. L'article expliquait qu'elle était accusée d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour financer un train de vie personnel extravagant.
J'ai posé ma tasse de café. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais d'une étrange vibration. Le karma. Il était là. J'ai appelé tante Béatrice. Tu as vu les nouvelles? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu, sa voix grave. Et ce n'est pas tout, Élodie. J'ai reçu un appel de ton père hier soir. De Thierry? Il t'a appelé? Il cherchait ton numéro. Il ne l'a pas, bien sûr, puisque tu as changé. Mais il était désespéré. Il a pleuré, Élodie. Thierry a pleuré. J'ai senti un rire nerveux monter dans ma gorge. Thierry ne pleurait jamais. Thierry criait, Thierry ordonnait, Thierry méprisait. Mais pleurer? Qu'est-ce qu'il voulait? Il n'a pas dit. Juste qu'il devait te parler. Que c'était une question de vie ou de mort. J'ai dit que je ne savais pas où tu étais. Mais Élodie, fais attention. S'ils te cherchent après 5 ans de silence, ce n'est pas pour prendre des nouvelles. C'est qu'ils ont besoin de quelque chose. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre, vers mon jardin où Luc plantait des hortensias sous la pluie. J'étais en sécurité ici. J'étais puissante. Mais je savais que je ne pouvais pas ignorer ça. J'avais besoin de savoir. Pas pour les aider, mais pour comprendre l'étendue des dégâts. Et peut-être, juste peut-être, pour voir de mes propres yeux la chute de ceux qui m'avaient regardé de haut toute ma vie. J'ai engagé un détective privé le lendemain. Un homme discret et efficace. Je voulais un rapport complet sur la situation financière et juridique de mes parents et de Clarisse. Ce que j'ai reçu 3 jours plus tard dépassait mes espérances les plus sombres. Ce n'était pas juste une chute. C'était une désintégration totale. Le rapport du détective était un dossier épais de 50 pages. Je l'ai lu dans mon bureau, un verre de vin à la main, tandis que la nuit tombait. Clarisse n'avait pas seulement perdu son travail. Son fiancé, l'héritier de l'immobilier, l'avait quitté 6 mois plus tôt après avoir découvert qu'elle le trompait avec son coach sportif. Le divorce avait été sanglant. Elle n'avait rien obtenu à cause d'un contrat de mariage en béton armé. Mais le pire, c'était les dettes. Clarisse vivait bien au-dessus de ses moyens depuis des années, comptant sur l'argent de ses futurs beaux-parents. Elle avait des crédits à la consommation partout, voitures, voyages, vêtements. Elle devait près de 200 000 € à diverses banques et créanciers douteux. Et mes parents? Mes parents, dans leur aveuglement narcissique, avaient tout fait pour la sauver. Ils avaient hypothéqué leur maison de campagne. Ils avaient vidé leur compte retraite. Ils avaient vendu la villa de Deauville à perte pour couvrir les frais d'avocat de Clarisse lors du scandale de détournement de fonds. Aujourd'hui, ils étaient au bord de la faillite personnelle. Ils vivaient dans l'appartement de ma grand-mère à Paris, celui-là même dont ils m'avaient chassé. Mais ironie du sort, cet appartement avait été mis en garantie pour un dernier prêt qu'ils n'arrivaient plus à rembourser. La banque allait saisir l'appartement dans 2 semaines. Ils allaient être à la rue. Tous les 3. J'ai refermé le dossier. Une sensation étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la joie. C'était plus froid que ça. C'était le sentiment de voir une équation mathématique se résoudre parfaitement. Cause et effet. Action et réaction. Le lendemain matin, mon téléphone professionnel a sonné. C'était ma secrétaire. Docteur, je suis désolée de vous déranger, mais une femme insiste pour vous parler. Elle dit être votre mère. Elle appelle sur la ligne du laboratoire depuis 1 heure. Elle pleure. J'ai pris une profonde inspiration. Passez-la moi. Le clic de la ligne a résonné comme un coup de feu. Élodie? Élodie, c'est toi? La voix de Solange était méconnaissable. Cassée, tremblante, aiguë. Où était passée la femme glaciale de Deauville? Bonjour, mère. Vous avez 2 minutes. Oh, Élodie. Tu nous as tellement manqué. On ne savait pas où tu étais. On s'est fait un sang d'encre. Arrête. Je sais pourquoi tu appelles. Je sais pour la banque. Je sais pour Clarisse. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Comment? Peu importe. Élodie, écoute. On va tout perdre.
L'appartement de maman, ta grand-mère, ils vont le prendre. C'est tout ce qu'il nous reste. Clarisse est au plus mal, elle est sous antidépresseur, on a peur qu'elle fasse une bêtise. Et? Ai-je demandé froidement. On a vu dans le journal pour ton brevet. On sait que tu as réussi. Félicitations, ma chérie. On a toujours su que tu étais brillante. J'ai failli vomir. Toujours su. Le mensonge était si gros qu'il en était grotesque. Tu m'as traité d'erreur, mère. Tu as dit que j'étais terne. Tu voulais faire de ma chambre un placard. C'était des mots. On était stressés. Élodie, on est ta famille. Le sang est plus important que tout. On a besoin de 300 000 € pour arrêter la saisie et payer les dettes urgentes. Juste un prêt. On te remboursera. 300 000 €. Il demandait une fortune comme on demande du sel. Je ne vous donnerai pas un centime, ai-je dit. Ma mère a éclaté en sanglots bruyants. Tu ne peux pas nous faire ça. Ton père a le cœur fragile. Tu veux nous tuer? J'ai réfléchi. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais quelque chose de bien plus satisfaisant. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je répété. Mais, je peux peut-être faire autre chose. Je veux vous voir. Tous les trois. On vient à Nantes. Tout de suite. Non. Pas chez moi. À mon bureau d'avocat, dans le centre-ville. Demain à 14 heures. Et mère? Dites à Clarisse de ne pas mettre de maquillage. Je veux voir son vrai visage. J'ai raccroché. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'allais acheter l'appartement. Mais pas pour eux. Pour moi. Et ils allaient devoir payer le prix fort pour y rester. Mais je ne me doutais pas que la rencontre du lendemain allait révéler un secret encore plus sombre sur ma sœur parfaite. Le cabinet de mon avocat, Maître Valmont, était situé dans un immeuble haussmannien sobre et intimidant. J'avais choisi ce lieu à dessein. Je portais un tailleur pantalon blanc impeccable, coupé sur mesure, et mes cheveux étaient relevés en un chignon strict. Je portais aussi les boucles d'oreilles en perles que j'avais rachetées une paire identique, mais payées avec mon propre argent. Quand ils sont entrés dans la salle de réunion, j'ai eu un choc. Thierry, autrefois si imposant, marchait avec une canne. Il avait perdu 20 kilos et ses mains tremblaient. Son costume était froissé. Solange avait des racines grises visibles de 3 centimètres. Son visage était marqué par l'insomnie. Mais c'est Clarisse qui m'a le plus frappé. L'ancienne reine de beauté avait le teint cireux. Elle portait un jean et un pull trop grand. Pas de maquillage, comme demandé. Ses yeux étaient éteints, vides. Elle ressemblait à un fantôme. Ils se sont assis en face de moi. Je suis restée debout, près de la fenêtre. Élodie, a commencé mon père, sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Tu as l'air en forme. Merci. Passons aux choses sérieuses. Vous allez perdre l'appartement de grand-mère dans 8 jours. Oui, a soufflé ma mère. C'est un cauchemar. Si on perd ça, on est à la rue. On n'a plus de retraite, plus rien. Tout est parti dans les frais de justice et les erreurs de Clarisse. Clarisse a baissé la tête, fixant ses mains abîmées. Je suis prête à racheter l'appartement, ai-je annoncé. Leurs visages se sont illuminés d'un espoir pathétique. Oh, merci mon Dieu. Merci Élodie. S'est écriée ma mère. On savait que tu ne nous laisserais pas tomber. On gardera la chambre d'amis pour toi quand tu viendras à Paris. J'ai levé la main pour les faire taire. Vous n'avez pas compris. Je ne vous donne pas l'argent. J'achète l'appartement à la banque. Il sera à mon nom. Uniquement à mon nom. D'accord, c'est pareil, du moment qu'on peut y vivre. A dit mon père, pressé. Pas gratuitement, ai-je coupé. Le silence est retombé, l'eau est glaciale. Comment ça? A demandé Clarisse, levant enfin les yeux. Je serai votre propriétaire. Vous serez mes locataires. Vous paierez un loyer au prix du marché parisien. Chaque mois. Au premier retard, c'est l'expulsion. Mais on n'a pas d'argent. A protesté ma mère.
Comment veux-tu qu'on paie un loyer? Vous travaillerez, ai-je répondu simplement. Papa peut faire du conseil. Maman, tu peux travailler dans une boutique. Et Clarisse? Clarisse trouvera un emploi. N'importe lequel. Je ne peux pas travailler. A crié Clarisse soudainement, les larmes jaillissant. Je suis fichée partout. Personne ne veut m'embaucher dans la mode. Je suis grillée. Alors change de secteur. Caissière. Serveuse. Femme de ménage. Il y a plein de métiers honorables. J'en ai fait plusieurs quand vous me laissiez mourir de faim. Mon père a frappé la table du poing, un faible écho de sa violence passée. C'est indigne. Tu veux nous humilier? Tu veux nous voir servir des cafés? Nous sommes des bénettes. Non, Thierry. Vous êtes des gens fauchés qui demandent la charité à la fille que vous avez traitée d'erreur. C'est mon offre. À prendre ou à laisser. Sinon, je laisse la banque saisir l'appartement, et vous dormirez sous les ponts. Ils se sont regardés, terrifiés. Ils savaient que je ne bluffais pas. Je veux parler à Clarisse. Seule, ai-je ajouté. Pourquoi? A demandé ma mère, méfiante. Parce que c'est elle qui a créé ce désastre. Je veux entendre la vérité de sa bouche. Sortez. Mes parents ont hésité, puis sont sortis lentement, le dos courbé. Clarisse est restée assise, tremblante comme une feuille. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise en face d'elle. Pourquoi, Clarisse? Pourquoi tu as tout saboté? Tu avais tout. La beauté, l'argent, l'adoration. Pourquoi voler? Pourquoi détruire ta vie? Elle m'a regardée, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de vrai dans ses yeux. De la douleur pure. Parce que je n'en pouvais plus, a-t-elle chuchoté. Tu n'en pouvais plus de quoi? D'être riche? D'être aimé? Clarisse a ri, un son cassé et sans joie. Aimé? Tu crois qu'ils m'aimaient? Ils aimaient l'image de moi. Ils aimaient la poupée qu'ils pouvaient habiller et exhiber. Tu sais quand j'ai commencé mon premier régime? À 10 ans, Élodie. Maman me pesait tous les matins. Si je prenais 200 grammes, je n'avais pas le droit de dessert pendant une semaine. Une Clarisse ne doit pas être grasse, disait-elle. Je suis restée silencieuse, stupéfaite. Je me souvenais que Clarisse ne mangeait jamais beaucoup, mais je pensais que c'était par choix. Et papa? Papa contrôlait tout. Mes amis, mes études, mes petits copains. Je voulais faire beaux-arts, tu te souviens? J'aimais peindre. Il a jeté mes toiles. Il a dit que c'était pour les rater. Il m'a forcé à faire cette école de commerce, puis à prendre ce poste dans la mode. Je détestais ça. Je détestais ces gens hypocrites. Elle a essuyé ses larmes avec sa manche sale. Je t'enviais, Élodie. Tu m'enviais? Moi? La fille invisible? L'erreur? Oui. Toi. Parce qu'il s'en fichait de toi. Tu étais libre. Tu pouvais porter ce que tu voulais, lire ce que tu voulais, étudier ce que tu voulais. Personne ne te pesait le matin. Personne ne te disait comment sourire. Tu étais libre d'être toi-même. Moi, j'étais en prison. Une prison dorée, mais une prison quand même. Alors tu as tout détruit pour t'échapper? Inconsciemment, oui. J'ai commencé à dépenser pour combler le vide. Puis à voler pour sentir quelque chose, un frisson, un danger. Je voulais qu'ils me rejettent. Je voulais qu'ils arrêtent de me voir comme la parfaite Clarisse. Mais même quand j'ai commencé à couler, ils ont continué à payer, à couvrir, à nier. Ils ne voulaient pas voir la vérité. Ils m'ont étouffée jusqu'au bout. Elle a posé sa tête dans ses mains et a sangloté. Je suis désolée, Élodie. Je t'ai traitée comme une moins que rien parce que si je reconnaissais ta valeur, je devais admettre que ma vie était un mensonge. J'étais méchante parce que j'étais malheureuse. Je sais que ça n'excuse rien. Je suis une personne horrible. J'ai regardé ma sœur. Pour la première fois, je ne voyais pas la Golden Child. Je voyais une femme brisée, victime d'un autre type d'abus. L'abus de l'attente irréaliste.
J'avais été négligée, elle avait été contrôlée. Nous étions les deux faces d'une même pièce toxique. Une étrange émotion m'a traversée. Pas tout à fait le pardon, mais de la pitié. Et de la compréhension. Si je rachète l'appartement, ai-je dit doucement, ce ne sera pas pour les sauver eux. Ce sera pour te donner une chance, à toi. Mais une vraie chance. Pas celle qu'ils te donnent en cachant tes fautes. Elle a relevé la tête. Que veux-tu dire? Tu vas travailler. Tu vas rembourser tes dettes, euro après euro. Tu vas vivre modestement. Et surtout, tu vas dire à papa et maman d'aller se faire voir s'ils essaient de contrôler ta vie à nouveau. Je serai ta propriétaire, Clarisse, pas ta gardienne. Si tu veux peindre, tu peindras. Mais tu paieras ton loyer. Tu ferais ça? Après tout ce que je t'ai fait? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que je ne suis pas comme eux. Et parce que grand-mère n'aurait pas voulu que sa petite fille finisse à la rue, même si c'est une petite fille ingrate. J'ai sorti le contrat que maître Valmont avait préparé. Fais entrer les parents. On signe. Le retour de mes parents dans la pièce a été marqué par une tension palpable. Ils scrutaient le visage de Clarisse, cherchant des traces de notre conversation, mais elle gardait le visage fermé. Maître Valmont a posé le contrat sur la table en acajou. Voici les termes, a-t-il dit de sa voix professionnelle et détachée. Mademoiselle Élodie Bennett rachète le bien immobilier situé au 11e arrondissement de Paris. Elle en devient l'unique propriétaire. Monsieur et Madame Bennett, ainsi que Mademoiselle Clarisse Bennett, deviennent locataires via un bail solidaire. Le loyer est fixé à 1800 € par mois, charges comprises. 1800 €. C'est étrangler mon père. C'est exorbitant. Pour un appartement familial. C'est le prix du marché pour un 3 pièces dans ce quartier, ai-je répondu calmement. Vous devriez le savoir, Thierry, c'est vous qui m'avez toujours dit de connaître la valeur des choses. Mais comment allons-nous payer ça? A pleurniché ma mère. J'ai une clause supplémentaire, ai-je ajouté. Clarisse doit trouver un emploi sous 30 jours. Et vous, Thierry et Solange, vous n'avez pas le droit d'interférer dans ses choix professionnels ou personnels. Si j'apprends que vous la forcez à faire quoi que ce soit, ou que vous lui donnez de l'argent que vous n'avez pas, je résilie le bail. Mes parents ont écarquillé les yeux. Tu nous donnes des ordres sur l'éducation de notre fille? À 60 ans? Oui. Parce que votre éducation l'a conduite à la faillite et à la dépression. Vous avez échoué. Maintenant, on joue selon mes règles. Signez, ou partez. Mon père a pris le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il a failli faire une tache d'encre. Je voyais la haine dans ses yeux, une haine impuissante. Il détestait avoir besoin de moi. Il détestait que l'erreur soit devenue la sauveuse. C'était ma plus douce victoire. Il a signé. Ma mère a signé en reniflant. Puis Clarisse a pris le stylo. Elle m'a regardé, et il y a eu un imperceptible hochement de tête. Elle a signé d'une main ferme. C'est fait, a dit maître Valmont. L'argent sera viré à la banque demain pour stopper la saisie. L'appartement est sauvé. Je me suis levée. Je les dominais de toute ma hauteur. Une dernière chose. Ne m'appelez pas pour des problèmes de fuite d'eau ou d'ampoules grillées. Vous êtes des adultes. Gérez. Je viendrai une fois par an pour l'inspection des lieux. D'ici là, le virement doit être fait le 5 du mois. Au revoir. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je suis sortie du bureau, laissant derrière moi ma famille biologique, devenue mes locataires. En marchant dans les rues de Nantes, j'ai senti une légèreté incroyable. J'avais repris le pouvoir. Je n'avais pas cherché à me venger en les détruisant, ce qui aurait été facile. Je m'étais vengée en réussissant, et en les obligeant à me regarder, mois après mois, comme celle qui tient le toit au-dessus de leur tête. C'était une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et Clarisse, j'avais l'espoir que, libérée de la pression d'être parfaite, elle pourrait peut-être devenir simplement humaine. 3 ans ont passé depuis la signature de ce contrat. Je suis assise sur la terrasse de ma maison, une tasse de thé à la main, regardant Luc jouer avec notre chien dans le jardin. La vie est calme. La vie est douce. Les choses ont changé,
Mais pas comme dans les contes de fées. Il n'y a pas eu de grande réconciliation larmoyante avec mes parents. Ils sont toujours amers. Ils paient leur loyer, parfois avec 1 ou 2 jours de retard, ce qui me vaut le plaisir de leur envoyer un rappel automatique par SMS, mais ils se plaignent constamment à qui veut l'entendre que leur fille est un tyran sans cœur. Cela ne m'atteint plus. Je sais qui je suis. Thierry a dû prendre un poste de consultant junior dans une petite boîte pour payer sa part. L'humiliation de travailler pour des gens de 30 ans de moins que lui l'a fait vieillir, mais ça l'a aussi rendu plus silencieux. Solange travaille à temps partiel dans une boulangerie de luxe. Elle dit à tout le monde qu'elle fait ça pour s'occuper, mais tout le monde sait qu'elle a besoin d'argent. Et Clarisse? C'est la plus grande surprise. Elle a tenu parole. Elle a trouvé un travail comme vendeuse dans une librairie. Ce n'est pas glamour. Elle ne gagne pas des millions. Elle a pris quelques kilos, elle ne porte plus de marque de luxe. Mais quand je l'ai vue l'année dernière pour l'inspection de l'appartement, elle peignait. Il y avait un chevalet dans le salon. Une toile inachevée, pleine de couleurs vives et chaudes. Elle m'a souri. Un vrai sourire. Pas celui de la photo sur papier glacé. Merci, m'a-t-elle dit en partant. De ne pas m'avoir sauvé la mise comme eux. De m'avoir obligé à grandir. Nous ne serons jamais les meilleurs amis du monde. Trop de mal a été fait. Mais nous sommes en paix. J'ai appris une leçon précieuse à travers tout ça. La famille, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste une loterie biologique. La vraie famille, ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous n'avez rien. C'est tante Béatrice qui m'a ouvert sa porte une nuit de pluie. C'est Luc qui m'aime sans condition. C'est moi-même, qui ai appris à être ma propre meilleure amie. Si vous êtes dans une situation où l'on vous rabaisse, où l'on vous compare, où l'on vous fait sentir que vous êtes une erreur, écoutez-moi bien, partez. Ne restez pas pour prouver votre valeur à des gens qui sont décidés à ne pas l'avoir. Prenez votre douleur, faites-en du carburant, et construisez votre propre château. Un jour, ils frapperont à votre porte. Et ce jour-là, vous aurez le choix de les laisser entrer ou non. Mais ce sera votre porte. Votre maison. Votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'est la première fois que je la raconte en entier. Si elle vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire avec une famille toxique, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de partir. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de justice. Prenez soin de vous, car vous êtes votre plus grande richesse.